Bonjour et bienvenue aux vidéos 15 du bloc 4. Ce sera notre dernière vidéo sur la théorie. Donc, on va faire la théorie des sections 11.5, 6 et 7. Donc, à la section 11.5, on vient parler du moment de force. Je l'avais déjà mentionné avec le moment d'inertie et même le moment cinétique dans le chapitre 9. Le mot moment, en physique, ça exprime une rotation. Donc, on parle ici de la force en rotation. La variable associée au moment de force, c'est la lettre Y, tau. Et si vous voulez me l'écrire, c'est TAU. Donc, le moment de force, c'est la capacité d'une force à engendrer une rotation d'un objet. Il faut qu'on ait un point fixe qui va servir de centre de rotation, d'axe de rotation. Mais à partir de là, comment on applique la force, où est-ce qu'on applique la force, ça va venir affecter comment est-ce que l'objet va pouvoir se mettre à tourner. L'exemple que je fais habituellement pour ça en classe, c'est avec une porte. Puis là, je ne voulais pas couper entre le PDF et le kit. Je n'ai pas de logiciel pour éditer vraiment les vidéos. Donc, ce que j'ai fait à la place, je me suis fiée à mon fidèle ami Paint, mais maintenant, Paint a aussi une version 3D. Donc, quelqu'un avec une porte. Première chose que je vais vous faire remarquer, c'est que si vous arrivez comme ça devant une porte avec 3 poignées différentes, tout le monde aurait tout de suite l'instinct de prendre la poignée la plus éloignée possible, la plus proche du bord ici, mais en fait la plus éloignée des charnières qui sont là où la porte va se mettre à tourner. Et ça, on le sait, on pourrait dire instinctivement, mais en fait, c'est qu'on l'a appris éventuellement en grandissant à un moment donné, on s'est bien rendu compte que plus on tire loin de l'axe de rotation, plus ça va être efficace, ça va être facile de faire tourner l'objet, donc la force va être efficace. Ça signifie qu'on fait un meilleur moment de force, un moment de force plus grand pour la même force en l'appliquant plus loin de notre axe de rotation. Deuxième chose, que vous connaissez encore une fois avec une porte. Donc, supposons que la porte est déjà un petit peu entrouverte comme ça, vous voulez continuer à l'ouvrir. Comment est-ce que vous allez tirer sur la porte? Il n'y a personne qui va se mettre à tirer comme ça sur la poignée de porte. Tout le monde sait tout de suite que en tirant parallèlement à la porte, puis en fait, ça va être parallèlement à la distance entre l'axe de rotation et au point d'application de la force. En tirant parallèlement à ça, on ne va pas créer de rotation. On va juste essayer d'arracher la porte des charnières, mais ça ne va pas du tout se mettre à tourner quand on tire parallèlement. Si je mets un certain angle, OK, ça va pouvoir se mettre à tourner, mais tout le monde le sait pas mal d'instinct, comme je disais, un instinct appris avec le temps, que le plus efficace, ça va être de tirer perpendiculairement à la porte. Donc, en fait, perpendiculairement à la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Donc, ce sont les variables qui vont venir influencer le moment de force. Donc, on aura la grandeur de la force, bien entendu. Si je tire plus fort, ça devrait plus tourner. Si je tire moins fort, ça devrait moins tourner. Mais ensuite, la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation, qui va être une distance R. Donc ici, c'est mon axe de rotation qui pouvait être la charnière d'une porte que j'avais mis au bout, mais ça peut être quelque part ailleurs dans l'objet. Et ma force appliquée ici, donc c'est mon point d'application qui est là. Ça, c'est ma distance R. Et l'angle d'application entre R et F, donc je peux la voir comme ça ici. En fait, on va aussi pouvoir la voir de l'autre côté. Et ça, je vais l'expliquer à cause de la version mathématique. Donc, mathématiquement, on aura que tau est égal à FR sinus de θ. Et donc, la raison pour laquelle on peut prendre l'un ou l'autre des deux angles, tant que ça reste un angle plus petit que 180 degrés, c'est que ces deux angles-là ont le même sinus. Si on les met dans un cercle trigonométrique, si je prends l'angle, un angle dans le premier cadran, et l'angle supplémentaire, qui est ce qui se passe ici, donc un angle où 180 est moins le même angle, donc l'angle supplémentaire, les deux ont le même sinus. Donc, en ayant le même sinus, je peux prendre l'un ou l'autre, ça ne dérange pas. Donc, soit la force vers la distance R, la distance entre le point d'application et l'axe de rotation, ou bien l'angle entre la force et le prolongement de ce R-là par après. Puis des fois, selon comment on visualise la situation avec le schéma et avec l'objet, ça peut être plus intuitif de prendre l'un ou l'autre, mais les deux auront le même résultat. Donc, comme je disais, tant qu'on garde un angle plus petit que 180 degrés, si on va avec un angle plus grand que 180 degrés, on va se retrouver avec un sinus négatif. Puis, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir définir. On va parler vraiment, nous, d'un module de moment de force.
Donc, on veut garder notre sinus positif. F et R, mais F, c'est un module, donc ce ne sera pas une composante. Donc, encore le positif, puis une distance, c'est toujours positif aussi. En termes d'unité, si une θ n'a pas d'unité, que mon angle soit en radian ou en degrés, une fois qu'il est rendu dans le sinus, il n'y a plus d'unité du tout. F, des newtons, R, des mètres, donc c'est simplement des newton-mètres. Ça, en fait, c'est intéressant de remarquer que c'est la même unité qu'on avait pour le travail. Je vais vous rappeler rapidement l'équation qu'on avait pour le travail. C'est un F, un delta R et un cosinus de θ. Ça ressemble beaucoup l'un à l'autre. En fait, avec des outils mathématiques plus avancés, on verrait que le travail est fait par un produit scalaire entre la force et un déplacement, et le moment de force est fait avec un produit vectoriel entre la force et la distance qu'on a ici, qui n'est pas un point, qui n'est pas un déplacement. Fait le delta R ou le R, c'est pas la même chose, mais quand même, on voit que ça se ressemble, et c'est des opérateurs mathématiques différents quand on travaille au niveau vectoriel avec ces quantités-là. Dans les deux cas, on obtient des newton-mètres. Pour le travail, on l'exprime sous forme de joules parce que ça devient équivalent à des énergies. Les quantités en rotation n'ont pas vraiment ça. En fait, non, pas ça. Ici, ce n'est pas une énergie qu'on va définir. Ça va être très commun qu'on voit des quantités de rotation qui vont garder une unité de distance quelque part. Vous savez, même si on pouvait la combiner dans l'unité, on va garder le m séparé pour indiquer que c'est une unité de rotation. C'est un détail, vous n'avez pas à vous souvenir exactement d'où ça vient, pourquoi on l'écrit comme ça. Juste que l'unité du moment de force va être newton-mètre. Ensuite, il existe des manières un peu raccourcies d'utiliser la formule FR sin θ, puis moi, je l'utiliserai pas vraiment beaucoup. Par contre, on a peut-être déjà entendu parler, particulièrement de l'appellation bras de levier. Ça revient dans certains exemples dans le Benson aussi, puis dans certaines situations, c'est pertinent, c'est utile. Donc, je vais vous en parler quand même, mais vraiment, si vous êtes capable d'appliquer FR sin θ, vous n'avez pas besoin de mes deux variantes qui ici. Pour parler des deux variantes, j'ai une petite simulation, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est avec cette simulation-là que j'ai fait les images qu'il y avait ici. Donc, j'ai la force dont je peux varier l'angle, j'ai mon point d'application de la force qui peut varier aussi, puis j'ai mon axe de rotation qui est ici, autour duquel tout ça pourrait se mettre à tourner. Longueur quelconque de mon objet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut combiner le sinus de θ avec soit le F ou le R. Si je combine avec le F, ici, ça se voit vraiment bien parce que ça a l'air d'être un cercle, je peux très très bien visualiser que sinus de θ, ça va me donner le côté opposé ici quand je fais F sinus de θ. Effectivement, ce serait avec donc, la composante perpendiculaire à la force. Ça peut être utile. Pour vrai, c'est rare qu'on va connaître mieux la composante perpendiculaire que la force, donc le module et l'angle. Fait que ce ne sera pas si fréquent que qu'on va pouvoir utiliser cette version-là, mais on pourrait. Ce qui va pouvoir arriver un petit peu plus, puis qui n'est pas super facile à visualiser dans ma simulation comme ceci, ça va être le bras de levier. Le bras de levier, c'est ma distance R que j'ai combinée avec mon angle de θ. Donc, θ était ici tantôt, c'est le même angle θ qu'on a ici, donc opposé par le sommet. Et à ce moment-là, je reviens avec le côté opposé à mon angle θ. Donc, ça me donne le bras de levier ici, la distance perpendiculaire entre l'axe de ma force et l'axe de rotation. Dessiné comme ça se voit pas super bien. Un des contextes dans lesquels je trouve le plus utile le bras de levier, puis je vais cacher ça pour juste placer mon objet, c'est quand on a un poids. Donc, quand on a un poids, là, visualisez quelque chose, une porte de grenier surélevé, quelque chose comme ça, qu'on a soulevé, une plaque qu'on a soulevée, un plan incliné, quelque chose comme ça. Et j'ai le poids de mon objet. Quand on a le poids de l'objet, qui est vertical vers le bas, là, le R perpendiculaire, tout d'un coup, on le voit bien. Ça va être la distance entre cet axe-là qui est évident, qui est vertical, et l'axe de rotation. Fait que c'est plus dans un contexte comme ça que j'irai chercher mon R perpendiculaire qui s'appelle le bras de levier. Sinon, j'avoue que pour un contexte quelconque, je n'ai pas tendance à l'utiliser particulièrement. Mais comme je disais, de toute manière, si vous avez votre équation de base que vous êtes capable d'utiliser, vous allez être correct. Donc, ce qu'on vient de discuter, je vais juste le compléter ici. Donc, mon R perpendiculaire qui s'appelait bras de levier et qui correspond à la distance perpendiculaire. Je voulais l'écrire en mots quelque part ici.
entre la force, en fait, c'est vraiment l'axe de la force et l'axe de rotation. Et l'autre version, c'est avec F perpendiculaire, donc F perpendiculaire est la composante perpendiculaire à R. Donc, à partir du bout de ma force, je reviens perpendiculairement à mon R qui est ici. Et à chaque fois, c'est la combinaison soit du R, soit du F avec le sin θ qu'on avait dans notre formule de base. Dans nos problèmes, on aura besoin de se définir un axe positif. Ça revient à notre axe des x positifs qu'on cherchait dans les chapitres 5 et 6. Donc, on essaie de regarder dans quel sens l'objet devrait se mettre à se déplacer. Et ça va être un sens de rotation qu'on va pouvoir définir. Donc, dans un numéro, vous pourrez aller mettre un axe de rotation comme ceci ou comme cela pour aller définir qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit positif. Je vais toujours le faire quand je vais faire des exemples. Souvent, dans le Benson, ils vont vous l'imposer pour que la réponse soit cohérente, votre réponse soit cohérente avec la leur. Dans un de mes numéros d'examen, il faudrait que vous me l'indiquiez. Donc, comment on va utiliser ça pour résoudre des problèmes? Donc, pour la dynamique de rotation, on va utiliser l'équivalent de somme des forces est égale à MA. Donc, somme des moments de force, taux, est égale à, pour A, on va avoir l'accélération angulaire alpha, et pour M, on va avoir le moment d'inertie. Puis ça va être l'équivalent, ça ne va pas remplacer au complet. Donc, on pourra avoir encore des sommes des forces en X et en Y à faire sur nos objets. S'il y en a qui se déplacent en ligne droite, on ne pourra pas appliquer somme des moments de force égale à I alpha sur des objets qui ne tournent pas. Donc, on aura encore ces versions-là. Et on aura aussi somme des moments de force qui vont être égales à I alpha. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les autres sections avec l'approche énergétique, on a maintenant des poulies qui ont des masses. Le fait qu'on a maintenant des poulies qui ont des masses, ça fait que si j'ai ma corde comme ça avec une poulie, la tension ici ne sera plus la même que la tension. Là, ma corde devient interrompue par la poulie. Ça fait que je vais avoir une tension ici qui va être appliquée à la tension de l'autre côté. Et une autre tension de l'autre côté qui va être toujours appliquée. Puis on va l'appliquer vraiment au point de contact, au point en fait où la corde quitte la surface de la poulie. Ensuite, quand on aura besoin de regarder les points d'application de la force, on sait que c'est nécessaire maintenant pour avoir notre distance R, on va toujours considérer que la gravité est appliquée au centre de masse de l'objet. Comme je l'ai mentionné, ça va toujours être le centre de notre objet. On n'aura pas des objets qui ont un centre de masse à des endroits un petit peu bizarres. Donc ensuite, on va avoir des exemples. Dans les exemples, je vous dis tout de suite qu'il va y avoir deux types d'exemples. Certains qui sont moins visuels, beaucoup plus exprimés en texte. Puis là, ça va beaucoup être des numéros qui vont ressembler à... il va y avoir une partie cinématique en général, donc des vitesses, puis des temps, puis des déplacements angulaires. Ou bien, on va avoir des contextes plus schématiques, où là, on va pouvoir visualiser les forces et utiliser vraiment le moment de force avec l'équation qu'on vient de déterminer ici. On aura le numéro avec des poulies. Ce numéro-ci, je vous le dis tout de suite, ça va être un défi. Donc, c'est un numéro plus compliqué que ce que je ferais en examen. Il n'est pas si compliqué que ça à résoudre, puis je vais vous faire un exemple. Mais c'est ça. Je vous dis tout de suite que je ne le demanderai pas en examen. Ce texte-là, c'est comme de la théorie, mais en fait, ça va vraiment avec l'application de l'exemple 16, fait que je vais attendre avant de vous en parler. Et on est donc rendu à la dernière partie de la théorie, la section 11.7, où on parle maintenant du travail et de la puissance en rotation. Donc, vu qu'on avait W qui est égal à F delta R cosinus de θ, on va aller chercher l'équivalent en relation de ça pour notre travail. L'équivalent de ma force, ça va être le moment de force. L'équivalent de mon déplacement, ça va être un déplacement angulaire. Puis on n'aura pas de cos θ.
Et il n'y en a pas parce qu'en fait, quand je suis rendue avec les variables angulaires, elles sont déjà dans le sens de rotation. Je ne peux pas avoir deux sens de rotation. Je peux pas avoir comme des axes différents comme on avait pour nos forces ou notre déplacement. Tout ça va déjà être rendu dans le sens de la rotation. Donc, pas besoin de cos θ en plus. Pour ce qui est de la puissance, je prends la version instantanée. Donc, on avait FV cosinus θ. L'équivalent, ça va être le moment de force au lieu de F et la vitesse angulaire, oméga, au lieu de V. Et encore une fois, on n'aura pas de cosinus de θ pour la même raison. Et on va avoir un exemple avec la puissance d'un treuil. C'est ce qu'on a fait aussi dans le chapitre 7, mais cette fois-ci, je vais vraiment regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau du treuil qui est en rotation. Ceci conclut donc la théorie pour le cours. Donc, je vous reviens avec des vidéos pour les exemples.